je me réjouis de pouvoir saisir cette opportunité pour modérer une session qui porte sur une thématique essentielle également pour le mouvement paysan, mais également pour le Sénégal. J'aurai l'opportunité d'écouter des panélistes qui nous viennent des acteurs étatiques, mais également du mouvement paysan, de réseaux d'acteurs de la société civile qui vont partager leur expérience et nous permettre de tirer des leçons et de faire des recommandations qui permettraient probablement à toutes nos structures et particulièrement à l'État du Sénégal d'améliorer sa politique en vue vraiment de promouvoir davantage l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc j'ai l'opportunité d'inviter Monsieur Babacar John, donc qui est le chef d'antenne du centre, notamment dans le projet AgriJeunes. On doit avoir également sur la table Monsieur Babacar Diouf de ANPEJ, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé. J'invite, s'il est aussi dans la salle, Alassane Mbaye, donc du réseau RAPEA. On a également dans ce panel M. Farandjaï, donc M. Farandjaï, de l'association des jeunes espoirs. Donc je l'invite à la table aussi. D'accord. Donc j'invite également Dr Oumoudonde Faye. Elle est bien là dans ma liste, cher. Donc, si elle est dans la salle, excellent. Et Monsieur Mamadou Diop, donc, qui représente le Collège des jeunes du CNCR. Donc, ce panel va porter sur la thématique entrepreneuriat des jeunes, accès au foncier. Donc nous comprenons tous l'enjeu et l'importance de ce thème. Évidemment, nous comprenons le rôle crucial que les jeunes doivent avoir dans le développement au Sénégal et en Afrique. En particulier dans nos régions sahéliennes, où nous savons que le poids démographique des jeunes est en tout cas un poids très très important. Des études, plusieurs études, je citerai juste l'étude que IPAR a conduite avec l'accompagnement du CRDI, qui relevait que le nombre de jeunes qui intègrent le marché de l'emploi chaque année. Donc, ce nombre de jeunes était estimé à 269 000 jeunes en 2014. Et des projections également nous informaient qu'en 2025, cet effectif sera de 376 000 et en 2030, 411 000 jeunes qui vont chaque année intégrer le marché du travail. Donc d'où vraiment des défis énormes en termes d'éducation, de formation professionnelle, mais également de création d'emplois décents. Nous connaissons également tout le risque que cela comporte si vraiment on n'arrive pas à trouver des solutions durables à cette problématique. Nous avons traversé dernièrement des crises dans notre pays, et ces crises-là existent également dans d'autres
pays qui sont exacerbés par cette situation-là. Il faut nécessairement vraiment trouver des solutions durables et efficaces. Notre État a initié beaucoup de programmes, beaucoup de politiques, beaucoup de programmes. Par ailleurs, les organisations de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, tous soutiennent cette dynamique d'accompagnement de l'emploi des jeunes, mais néanmoins, on constate que le problème reste entier. Il faut nécessairement revoir peut-être les pratiques, renforcer ceux qui sont bonnes, innover pour vraiment prendre en charge ce défi de façon efficace et de manière durable. C'est dans ce sens que vraiment on va laisser la parole à l'ensemble des panélistes pour nous amener à mieux cerner les politiques que l'État met en œuvre, le cadre institutionnel, réglementaire et politique. Par ailleurs, avoir l'opportunité de partager des initiatives que les acteurs étatiques et non étatiques mettent en œuvre pour vraiment relever le défi. Je disais tout à l'heure qu'on devait avoir le représentant de l'ANPEJ, probablement pour nous parler du cadre institutionnel et politique. Je pense qu'il n'est pas là. Mais peut-être qu'on va démarrer par Madame Oumou Donde Faye, qui représente un partenaire de l'État du Sénégal, qui a travaillé avec, en tout cas, l'État sur des initiatives dans ce sens. Et nous pourrons l'écouter sur ce partenariat avec l'État, les enjeux et les défis, les initiatives. Après elle, on pourra également donner la parole à d'autres panélistes. Voilà, bonjour, moi c'est Oumi Donde Faye, je suis conseillère technique à la GIZ auprès de NELGA. NELGA, c'est le réseau d'excellence sur la gouvernance. Merci. Bravo. Voilà, NELGA, c'est le réseau d'excellence pour la gouvernance foncière en Afrique, donc qui est basé à Saint-Louis, parce que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis constitue le hub en Afrique de l'Ouest francophone. J'assure également le backstopping d'un projet que NELGA a en collaboration avec Sensouf, c'est le projet, la composante Country Package. Donc, notre contribution à ce panel aujourd'hui sera de participer à une étude que nous avions commanditée sur une situation de référence du marché du travail pour l'intégration des jeunes diplômés dans le secteur du foncier, mais également partager avec vous quelques éléments du dialogue multi-acteurs que nous avions organisé à la suite de cette étude-là. Donc, slide. Voilà, quelques éléments de background. C'est rappeler un peu pourquoi c'est important pour la GIZ de mener une telle étude. C'est parce que tout simplement le NELGA est un réseau qui offre un paquet de services, parmi lesquels accompagner les universités dans la revue de curricula, octroyer des indemnités de recherche, également des bourses à des étudiants, des doctorants, pour leur permettre d'effectuer convenablement leurs recherches, mais également offrir des services en termes d'organisation d'ateliers pour animer le dialogue politique, mais également des services de renforcement de capacité et de formation. Donc, puisqu'on a commencé la mise en œuvre depuis 2014, il était important pour nous à un moment de faire le bilan et de se demander tout ce qu'on a fait en termes de renforcement de capacité de formation. Est-ce que, en tout cas, sur le marché du travail, ça a donné quelque chose en ce qui concerne les jeunes?
Donc, c'est une étude qu'on a menée dans 4 pays pilotes, la Tanzanie et le Cameroun en 2022, le Botswana et le Sénégal en 2023. Et toutes ces études sont suivies d'ateliers nationaux de dialogue multi-acteurs pour pousser davantage les réflexions en la matière. Voilà, donc l'étude, c'était une situation de référence sur le marché du travail dans le secteur du foncier au Sénégal. Donc, j'en ai juste extirpé quelques éléments clés à vous présenter, et notamment l'objectif de l'étude, le cadre de l'étude, mais également les descriptifs des principaux profils et analyse du marché du travail, mais également des éléments de contrainte que le consultant a eu à soulever. Donc, l'objectif de l'étude était d'établir un état des lieux, faire la situation de référence du marché du travail dans le secteur du foncier afin d'aider à recadrer et à mettre en œuvre des programmes d'études dans le domaine du foncier, mais également faciliter l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi. Et comme résultat de l'étude, déjà, pour parler du cadre, le cadre de l'étude, c'était vraiment calqué sur les universités. Et principalement, le consultant l'a réalisé au sein de 4 universités très connues au Sénégal, l'université Alioune Diop de Bombay, en soulevant quelques éléments de formation foncier et environnement, l'université de Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, l'université de Iba Der Thiam de Thiès, mais également l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en ce qui concerne le NELGA UGB. Également, comme résultat de l'étude, le consultant a décrit de façon globale les principaux profils dans les universités là, et a identifié en tout cas comme des domaines qui sont les plus recherchés sur le marché de l'emploi, les spécialistes en système d'information foncière, cartographie et géomètres experts, des juristes spécialisés en droit foncier, environnement, experts en changement climatique, les experts en genre et inclusion sociale, des experts dans le domaine de déplacement involontaire et réinstallation, mais également des experts en médiation, gestion, prévention, en tout cas le nom change en fonction des contextes et des projets, résolution des conflits, également des spécialistes en suivi et évaluation de politiques et projets fonciers, et en dernier lieu des experts en communication locale et spécialisés en gouvernance foncière. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. En ce qui concerne l'analyse du marché, l'étude a fait en tout cas une description plutôt qu'une analyse des différents secteurs ou bien des potentiels employeurs au Sénégal, en commençant par des ministères et les directions centrales de l'État, mais également des collectivités territoriales, le secteur privé, les projets et programmes sur le foncier. Également, les organisations de la société civile ont été identifiées comme potentiels recruteurs et les structures de recherche et d'enseignement. Les contraintes majeures que le consultant a relevées en ce qui concerne l'insertion des jeunes diplômés du foncier au Sénégal, c'était un peu le caractère plus ou moins théorique, plus que pratique des formations, la marginalisation également dans l'enseignement de certains secteurs en faveur d'autres, parce que les universités, les formations classiques n'ont pas vraiment, elles restent statiques, n'évoluent pas en fonction des contextes, c'est plutôt des formations sur la gouvernance foncière, sur le foncier rural, alors qu'aujourd'hui le foncier évolue et ces formations ne mettent pas en tout cas en relation, comme on l'a vu hier, cette vision intégrée de la question en abordant des questions plus ou moins émergentes, des changements climatiques liés au foncier à l'eau, au changement climatique, mais également des questions d'énergie et j'en passe. Donc les formations vraiment, l'étude a soulevé que les formations étaient vraiment marginalisées, parfois certains secteurs par rapport à d'autres. L'absence de stratégie d'insertion des diplômés également a été soulevée comme contrainte et qu'au Sénégal, il n'y a pas vraiment de structures de formation, mais également l'État ne prenait pas en compte ces aspects-là. Il n'y avait pas vraiment une véritable stratégie.
Il y a également l'absence de flexibilité des employeurs qui exigent souvent beaucoup d'années d'expérience que les jeunes diplômés n'ont pas. Donc, ça a été soulevé comme contrainte. Mais également, il a été soulevé qu'il y a beaucoup de politiques avec des agences, des initiatives que l'État a mis en place, mais l'impact sur l'insertion professionnelle des jeunes était vraiment faible. Voilà, à la suite de ces éléments, en tout cas, l'étude est allée beaucoup plus loin que ce que j'ai présenté. Donc, on peut toujours partager si vous êtes intéressé. Mais c'était juste pour poser le débat et partager quelques éléments. À la suite de l'étude, il y a eu un atelier qui a été tenu à Dakar les 10 et 11 octobre 2023. Cet atelier a vu la participation près de 45 participants de divers domaines, les universitaires, les représentants du secteur public et privé, mais également les étudiants, la société civile et les représentants des projets et programmes. Donc l'objectif de cet atelier, c'était de présenter les résultats de l'étude, mais également de discuter sur les opportunités, mais également les défis par rapport à l'insertion des jeunes dans le marché du travail. C'était également de développer des actions concrètes et formuler des recommandations. Donc, en termes de résultats attendus, c'était d'établir vraiment une base commune d'information en la matière, discuter les résultats de l'étude et formuler des recommandations complémentaires en vue d'élaborer des actions concrètes qui vont être établies et servir de feuille de route. Donc, puisqu'il s'agissait de discuter l'étude, les participants ont soulevé quelques insuffisances par rapport à l'étude. Et les insuffisances phares, c'était déjà par rapport à l'échelle de l'étude qui était vraiment pas du tout assez représentative sur la question, parce que ça a été mené tout simplement dans les universités et c'est un cadre qu'on a trouvé être un cadre vraiment restreint. Également, je ne sais pas si c'est une limite de l'étude ou une limite des formations qui sont données au sein de ces universités-là, mais l'identification des profils, c'était vraiment des profils tendances, des profils projets que voilà, l'étude a vraiment ressorti. Également, la description des potentiels employeurs a été faite sans faire un focus carrément sur les structures, l'administration foncière, mais également l'analyse de la situation réelle du marché du travail, en tout cas des employeurs, n'a pas été très, très profonde. Ça a été soulevé également. Slide, s'il vous plaît. Des défis également supplémentaires ont été identifiés. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais faire vite. Donc, le manque d'interdisciplinarité a été souligné, mais également le faible échange et de coopération entre le secteur privé, employeur et les universités, l'expérience professionnelle également des diplômés qui est vraiment une exigence, ou bien qu'on ne valorise pas surtout les stages, mais également la perception de l'existence d'un écart a été en tout cas identifiée encore comme étant un défi par rapport à l'insertion des jeunes. Des efforts à encourager, on sent que les universités également en ce moment comptent également des représentants dans leur administration, des représentants des entreprises. Il y a une timide coopération qu'on sent entre les universités et le secteur professionnel, étant ceci peut-être pour rentrer dans les exigences du système LMD. Mais également, quand on prend des universités comme Saint-Louis, Thiès, Bombay, Sine Saloum, on voit que la question foncière commence à être réellement prise en compte dans les curricula de formation. Il y a également, en termes de recommandations, des recommandations ont été formulées à l'endroit de toutes ces parties prenantes que vous voyez, les universités, secteur privé, diplômés, les autorités locales et j'en passe. Voilà, permettez-moi juste, vous pouvez aller au dernier slide, ça c'est les recommandations, après vous aurez le document. Maintenant, des questionnements, les questionnements qui ont été soulevés également, c'est important de les partager avec vous. On a vraiment pris le temps de les discuter. Les questionnements, s'il vous plaît, je pense que c'est voilà. On parle de diplômé du foncier, mais qui est diplômé du foncier ?
Ces diplômés sont-ils nécessairement ou exclusivement des produits des universités? Si oui, quelles sont ces universités? Il y avait un besoin de définir des critères. Est-ce qu'il y a un besoin de définir des critères pour dire que celui-là est diplômé de foncier? Et peut-on même en définir si on voit l'étendue de la matière? Aujourd'hui, les sociologues, les économistes, les juristes, géographes, scientifiques et j'en passe, tout le monde aborde la question foncière selon les particularités des disciplines. Est-ce qu'on peut dire que tel est diplômé de foncier et quels sont les critères qui permettent de dire que telle personne est diplômée de foncier? Est-ce qu'également il existe au Sénégal des formations dédiées pour dire que tel ou tel est spécialiste ou expert foncier? Est-ce que moi-même, je suis juriste en droit public, j'ai fait ma thèse sur le foncier, mais est-ce que je suis diplômée en foncier? Je ne sais pas. Donc, le diplômé du foncier également, est-ce qu'il est nécessairement un expert ou spécialiste du foncier? Les participants ont également souligné le fait qu'il faudrait peut-être revenir sur clarifier les titres, expert foncier, spécialiste en foncier, professionnel du foncier. Quelles sont l'évolution, en fait, la trajectoire qui permet de dire que telle ou telle personne est diplômée, spécialiste ou expert, mais également ceux qui pratiquent le foncier et qui n'ont pas été diplômés, mais par expérience deviennent des spécialistes sur une question. Est-ce que c'est des diplômés ou pas? En tout cas, c'est des questionnements que je soumets à voilà, pour une discussion. Merci. Merci beaucoup, Madame Faye. Voilà. Merci vraiment pour les mêmes problématiques existent également dans d'autres domaines. Ici, on est focus sur les emplois qui sont liés au secteur foncier, mais on sous-entend quasiment le même défi dans les autres secteurs. On se rend compte qu'elle a abordé la question de l'adéquation formation-emploi. Elle a abordé la question également des contenus qu'il faut, qu'on constate souvent dans les universités, qui ne sont pas souvent mis à jour pour suivre l'évolution du contexte, mais également les nouvelles problématiques qui sont, en tout cas, qui se présentent. Donc, c'est des défis qu'on peut vraiment voir dans l'ensemble des domaines où les jeunes peuvent chercher de l'emploi. Merci beaucoup, Madame Faye. Donc, on va maintenant donner la parole à un acteur étatique. Bon, jusque-là, je pense que l'ANPEJ n'est pas là, mais on a le projet AgriJeunes, qui est un projet du ministère de l'Agriculture. Comme son nom l'indique, il travaille beaucoup sur l'insertion des jeunes dans les chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales. Donc, dans son intervention, peut-être qu'il peut aussi amener les orientations politiques de l'État qui font qu'aujourd'hui, on a mis en place ce projet. Donc, je vais laisser la parole à mon frère Babacar, donc, qui va faire aussi une présentation sur 10 à 12 minutes. Voilà, bonjour, chers participants. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, comme vous l'avez annoncé, je vais vous présenter un peu le projet AgriJeunes en termes d'initiative et en termes de stratégie et d'approche par rapport à la thématique sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'accès au foncier. Voilà donc en termes de plan de présentation, nous allons juste essayer de rappeler très rapidement les éléments de base du projet AgriJeunes. Ensuite, nous allons parler de la stratégie d'appui au parcours entrepreneurial des jeunes ruraux. Et enfin, nous allons essayer de parler un peu de la facilitation familiale et sociale du projet. Donc, en guise de rappel, le projet AgriJeunes est une initiative du gouvernement du Sénégal avec son partenaire le FIDA, le Fonds international de développement agricole, la Banque africaine de développement également. Donc, le bailleur principal, c'est le FIDA. Donc, c'est un projet qui est d'une durée de 7 ans, qui a démarré en 2020 et qui va se poursuivre jusqu'en début 2027. Donc, dans les objectifs du projet, d'abord, il faut sensibiliser et informer les jeunes. Les indicateurs ont été révisés après la revue à mi-parcours. Donc là, il faut sensibiliser 80 000 jeunes. Il faut former également 12 500 jeunes
mais il faut également créer des entreprises viables à hauteur de 8 750. Donc, en termes d'intervention, le projet AgriJeunes est présent dans 8 régions du territoire. Au sud, nous sommes à Sédhiou et à Ziguinchor. Au centre, nous sommes dans les 4 régions du bassin arachidier, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Et au niveau de l'antenne nord, nous avons la région de Thiès et la région de Louga. Donc, au total, après délimitation des zones d'intervention du projet, nous sommes à 118 communes couvertes par le projet. Donc, nos secteurs d'intervention, c'est 4, c'est-à-dire c'est l'agriculture avec grand A de manière générale. Donc, on est dans les chaînes de valeur agro-silvopastorale et halieutique. Peut-être parler un peu de la cible également. Nous ciblons les jeunes âgés de 15 à 35 ans et qui s'activent dans les chaînes de valeur agro-silvopastorale et halieutique. Voilà donc par rapport au point sur la stratégie d'appui au parcours, ce que je pourrais peut-être partager avec vous, c'est que la stratégie du projet de manière générale en termes d'entrepreneuriat tourne autour de 6 points. Nous avons d'abord les préalables du parcours entrepreneurial. À ce niveau-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un paquet d'activités qui portent essentiellement sur la sensibilisation, l'information et l'orientation des jeunes. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à l'information. Maintenant, le projet a développé une pluralité d'activités sur l'information et la sensibilisation en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre. Ça, c'est la première étape. Maintenant, après, on passe à l'étape, le début d'un éveil entrepreneurial. Ce qui est recherché à ce niveau-là, c'est d'appuyer les jeunes à disposer de plans de formation. Maintenant, pour chaque type d'activité, il y a des acteurs associés. Parce qu'il faut le rappeler, la stratégie globale du projet est basée sur le faire-faire. Maintenant, quand il s'agit d'informer et de sensibiliser, on s'attache des services, par exemple, de l'ANPEJ, qui nous appuie dans l'information, la sensibilisation, en collaboration avec d'autres partenaires. Maintenant, s'il s'agit d'élaborer les plans de formation avec les jeunes, on mobilise les centres de formation. Par exemple, à Linguère, nous avons le CFP de Linguère. À Thiès, nous avons le RESOP. Nous avons également le CFP de Louga. Nous avons l'ENSA. Nous avons pas mal d'écoles qui interviennent donc pour cette activité. Maintenant, le troisième paquet concerne l'appui à la formation, au renforcement de capacités et à l'élaboration de projets économiques au profit des jeunes. À ce niveau-là, c'est-à-dire le jeune, après avoir précisé son idée de projet, va séjourner au centre et dernièrement aussi il y a des formations in situ où il sera appuyé à élaborer un micro-projet. Et s'il s'agit également des jeunes agripreneurs, là on élabore le plan d'affaires. Maintenant, après cette étape, le projet offre 2 types d'appui. Le premier appui concerne le groupe de jeunes qu'on appelle les jeunes en formation insertion. Ces jeunes n'ont pas suffisamment d'expérience à la différence des entrepreneurs agricoles, c'est-à-dire on suppose que c'est des jeunes qui viennent à peine de démarrer une activité et qui n'ont pas suffisamment d'expérience. Donc ces jeunes, on les appelle des jeunes en formation insertion. Mais si vous regardez dans le parcours, au fur et à mesure qu'on avance, on classe les jeunes selon la catégorie et le profil. Donc pour ces jeunes qui viennent à peine de démarrer, le projet offre une subvention. Il offre une subvention maintenant avec une contribution de 10% comme apport personnel. Après ces jeunes-là, il y a les jeunes maintenant qu'on appelle les agripreneurs. On suppose que ces jeunes disposent d'expérience, qui ont déjà démarré quelque chose et qui ont envie de développer leur activité. Avec ces jeunes, on n'offre pas de subvention, mais plutôt un crédit. C'est-à-dire c'est une facilitation. Là-bas, c'est une subvention, mais avec les agripreneurs, c'est une facilitation et une mise en relation avec les services financiers décentralisés. Donc voilà les 2 types d'appui. Le capital d'installation pour les jeunes en formation et insertion et la facilitation et la mise en relation avec les agripreneurs et qui est un crédit
qui va varier maintenant en fonction donc du projet du jeune. Voilà, maintenant après cette étape, il y a l'accompagnement et le suivi post-financement. Il faut revenir au slide, voilà. Donc il y a l'accompagnement et le suivi post-financement. Là, je le rappelle, la stratégie globale du projet est basée sur le faire-faire. Donc de ce point de vue, on mobilise tous les acteurs étatiques, tous les partenaires de mise en œuvre pour faciliter le suivi, et donc des contrats sont signés à cet effet avec ces partenaires de mise en œuvre. Et enfin, il y a l'appui à la commercialisation des produits agricoles. Là, on construit des dispositifs endogènes de commercialisation, donc pour faciliter l'écoulement des jeunes. Donc voilà, en résumé, les 6 points sur lesquels je voulais faire le focus par rapport à l'entrepreneuriat et à la stratégie globale du projet. Ok, Next Monsieur slide. John, quand même, j'aimerais que dans la suite, qu'on focus davantage sur la dimension foncière, quoi. C'est-à-dire quelle est la stratégie du projet pour accompagner les jeunes à accéder mieux au foncier, quoi. C'est ça, c'est ce slide. C'est-à-dire le premier slide est axé sur l'entrepreneuriat, le second est axé sur la facilitation familiale et sociale pour le foncier. Voilà. Maintenant, par rapport à ça, le projet a adopté une stratégie très simple. Donc, on est parti du constat selon lequel, le plus souvent, les jeunes ruraux sont impliqués dans une économie familiale. L'adhésion, voire le soutien de leur famille à leur projet sont des facteurs importants de réussite. Autrement dit, ce soutien familial est indispensable pour les projets qui nécessitent du foncier. Ça, c'est vraiment le constat de départ. Maintenant, par rapport à cela, on s'est dit, il faut mobiliser des opérateurs d'animation dans l'ensemble des 8 régions d'intervention du projet. Et au total, nous avons une vingtaine d'OPA qui interviennent dans les zones de concentration du projet. D'ailleurs, il y a certains qui sont présents dans la salle. Il y a l'ADIT qui gère la zone sylvopastorale et qui facilite les échanges avec les jeunes et avec leurs familles. Donc, leur mission première, c'est quand il y a un blocage quelque part ou bien quand il y a des facilités qu'il faut faire quelque part, les OPA sont chargés de gérer cette question. Donc ça, c'est notre premier pilier. Donc, par rapport également à cette intervention, ils associent les besoins, les jeunes également en relation avec les acteurs qui sont dans l'environnement, notamment les collectivités territoriales. S'il y a lieu, par exemple, de démarcher pour une délibération quelque part, par exemple à Mbar, à Gossas ou dans une commune quelconque, là, l'OPA est chargé de se déplacer, d'aller vers la mairie, de voir la famille du jeune pour essayer de trouver un commun accord dans l'objectif final, donc de trouver des délibérations au profit de ces jeunes-là et des attestations foncières. Voilà donc en résumé, next slide, le partage que je voulais faire donc avec vous sur le foncier et l'entrepreneuriat pour gérer le temps. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup M. John. Donc nous allons maintenant donner la parole à M. Alassane Mbaye, donc du RAPEA, donc qui également va nous faire sa communication. Alors merci beaucoup Monsieur le modérateur. Moi je m'appelle Alassane Mbaye. Je suis le secrétaire général du réseau africain pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Alors, nous allons très rapidement donc, faire un petit exposé sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'accès au foncier. Un peu aussi essayer de prendre l'exemple du RAPEA, donc ce qui a été fait, et les stratégies aussi qu'on est en train d'implémenter au Sénégal et dans certains pays d'Afrique. Alors, il s'agira aussi de parler, dans un premier temps, de faire un exposé sur l'accès au foncier des jeunes entrepreneurs agricoles et par la suite aussi essayer de voir quelle est la contribution en fait du RAPEA en termes de souveraineté alimentaire. Donc les initiatives qu'on a eu à faire et qu'on est en train de faire, et un peu aussi parler des limites des initiatives et des leçons apprises. Et pour terminer, avec quelques recommandations. Slide. Donc pour ce qui est du RAPEA, c'est un réseau qui regroupe des jeunes agripreneurs
c'est un réseau assez jeune, de par le nombre d'années, parce que c'est un réseau qui a été mis en place à Thiès en 2017, mais assez costaud aussi du point de vue de sa composition, de la diversité aussi des membres qui composent et de leur profil aussi. Donc nous avons au sein du réseau des ingénieurs agronomes, nous avons des statisticiens, des pédologues, des spécialistes en management d'entreprise, en management de projet, donc avec beaucoup de profils qui sont répartis aussi un peu partout au Sénégal, et une présence aussi, j'en reviendrai, dans 11 pays d'Afrique. Slide. Voilà, les domaines d'intervention aussi du réseau sont primo, donc les chaînes de valeur agricoles, donc l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles, et plus précisément aussi nous travaillons sur tout ce qui est agriculture durable et intégrée. Nous sommes aussi dans la transformation, dans la formation avec l'implémentation aussi d'un modèle qui est inspiré du modèle d'insertion des jeunes dans les chaînes de valeur agricole de la FAO et de l'ANPEJ, ainsi que aussi d'autres modèles qu'on a eu à visiter, à travailler aussi avec, donc dans le cadre de notre parcours. Nous sommes aussi dans le coaching, dans le mentorat, donc des agriculteurs, surtout des agriculteurs qui pratiquent vraiment l'agriculture ancienne. Donc nous essayons de les coacher, de les accompagner aussi pour qu'ils puissent moderniser leur agriculture afin de participer aussi vraiment à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Slide. Voilà, donc déjà nous avons essayé de faire un exposé sur la situation de l'accès des jeunes au foncier donc au Sénégal, avec une étude aussi qui a été réalisée par le DAPSA. Donc nous voyons à travers cette étude-là qu'il y a vraiment un problème par rapport à l'accès des jeunes au foncier. Donc nous avons compris ça, nous avons été aussi confrontés à ça, j'en reviendrai tout à l'heure, mais au vu de ces statistiques, nous comprenons qu'au Sénégal, dans les zones les plus prisées en matière de production agricole, notamment la zone de Saint-Louis, avec la vallée du fleuve Sénégal, et il y a aussi la zone des Niayes avec précisément la région de Thiès, nous voyons que ce sont des zones où les jeunes en fait ont de moins en moins accès aux ressources foncières, au foncier. Et ça, je pense que c'est un élément assez important sur lequel nous devons travailler pour essayer de voir comment on peut vraiment, comment déjà régler ce problème-là, parce que c'est un problème qui a été engendré par le système sénégalais de gestion du foncier, qui est un système aussi traditionnel, mais aussi il y a ce que l'on appelle aussi la réglementation en matière de foncier, la législation en matière foncière aussi, qui n'est pas aussi au faveur aussi des jeunes au Sénégal. Nous voyons aussi que c'est un manque à gagner parce que avec une population aussi à 70% jeunes, là où on parle au Sénégal, par exemple, de l'atteinte aussi des objectifs de souveraineté alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, beaucoup de jeunes se ruent vers l'agriculture, mais ils rencontrent un problème majeur, c'est le problème de l'accès au foncier. Donc nous constatons aussi que même dans les régions où il y a beaucoup plus d'accès au foncier par les jeunes, notamment la zone de Kaffrine, Matam et Tambacounda, nous voyons qu'il n'y a aucune de ces régions-là où les jeunes aussi ont accès au foncier à au moins 30%. Slide. Et qui sont ces jeunes-là aussi qui ont accès au foncier? Je pense qu'il faut essayer de voir. Monsieur Mbaye, oui. Je pense que l'analyse effectivement c'est bien, mais ce serait aussi vu que le temps est assez court, que vous puissiez focuser sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est assez important de projeter ces études-là pour essayer de vous montrer en fait
sur quoi nous nous sommes basés pour un peu travailler sur l'aspect foncier. Parce que nos stratégies aussi reposent sur des analyses qui ont été déjà faites. Donc, slide. Alors, nous avons compris que, nous avons compris qu'au Sénégal, les jeunes ont du mal vraiment à accéder au foncier. C'est pour cela qu'en 2020, nous avons travaillé avec des agriculteurs de Tivaouane, où aussi nous avons rencontré beaucoup de difficultés par rapport à ça, parce que notre stratégie c'est quoi? C'est d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils ne puissent pas, en fait, pour qu'ils puissent conserver leurs terres. Et nous avons compris, avec notre expérimentation de notre première ferme pilote au niveau de Tivaouane, nous avons mis en place une convention avec des agriculteurs de Tivaouane. Et nous avons exploité là-bas 3 hectares et nous avons accompagné aussi les agriculteurs qui sont dans la zone. Par surprise, on a vu que la municipalité de Tivaouane nous a appelés avec le préfet. Ils nous ont dit que la zone où nous sommes en train d'exploiter, où d'autres agriculteurs aussi sont en train d'exploiter, cette zone-là sera érigée en ville neuve. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tous les agriculteurs qui sont dans cette zone-là vont devoir perdre leur champ. Et c'est en cours. Donc, nous avons vu notre ferme a été vraiment éliminée. Et beaucoup d'autres fermes, parce qu'il y a là-bas des agriculteurs qui faisaient des chiffres d'affaires de plus de 50 millions. Et toute cette zone-là a été vraiment a été éliminée pour élaborer une ville neuve. Au-delà de cela, nous sommes en train de travailler aussi avec des structures comme la FAO pour faciliter aussi l'accès des jeunes au foncier. Nous avons travaillé avec la mairie de Kouar et nous sommes en train de travailler aussi avec des structures qui sont au niveau du RAPEA et qui sont en train aussi d'héberger des agriculteurs dans leur structure. Parce que je pense qu'au Sénégal, avec le système traditionnel d'accès au foncier, je pense que nous, notre stratégie en premier lieu, c'est d'essayer de voir tous les jeunes qui sont dans le RAPEA et les jeunes qui viennent vers nous. Comment est-ce que nous pouvons les aider? Donc, parmi nos jeunes, il y en a certains qui ont déjà des superficies, de très grosses superficies, notamment à Tamba, à Thiès, etc. On a essayé de mettre en place des stratégies pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir donner des parts, un espace dans leurs exploitations aux autres jeunes aussi qui veulent exploiter. L'autre chose, c'est le plaidoyer. Nous sommes en train aussi de travailler sur le plaidoyer. Slide. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer donc dans le cadre de nos activités, avec notamment la FAO, l'ANPEJ, mais aussi des plaidoyers au niveau des collectivités territoriales, comme nous l'avons fait à Tivaouane. Aujourd'hui, nous avons fait un plaidoyer et je pense qu'actuellement, ils sont en train de travailler sur comment ériger aussi une autre zone et essayer de donner de nouveaux espaces aux agriculteurs qui étaient dans la zone, notamment aussi les vieux, les jeunes qui étaient là-bas. Alors, au-delà de cela aussi, je pense qu'il faut que l'on en parle. Nous avons aussi travaillé sur des actions au service de la souveraineté alimentaire. Il s'agit notamment du renforcement de capacités, des accompagnements techniques de certaines initiatives comme Jeff Zone, les fermes Mija, etc. Le financement, l'ouverture et l'inclusion, parce que tantôt j'ai parlé du RAPEA en tant que réseau qui est présent dans 11 pays d'Afrique et qui est aussi dans les 14 régions du Sénégal. Et nous sommes aussi dans la production et la commercialisation. Slide. Donc, slide, s'il vous plaît. Voilà, donc en conclusion, déjà nous avons mis fait quelques recommandations aux décideurs, notamment aussi à l'État du Sénégal, c'est-à-dire essayer de voir comment favoriser aussi l'accès des jeunes au foncier dans certaines zones, notamment la zone de Thiès, la zone de Saint-Louis et la zone de Diourbel et la région de Dakar aussi. Mais aussi mettre en place un dispositif étatique, un dispositif foncier qui permet vraiment aux exploitants, surtout les jeunes, de pouvoir vraiment sécuriser leurs terres, mais aussi de pouvoir vraiment avoir un accès facile aux terres. Renforcer aussi les capacités techniques des jeunes par rapport à comment
vraiment essayer de maintenir leur terre et aussi renforcer leur capacité technique dans l'agriculture pour qu'ils puissent aussi bien s'en servir. Et nous avons terminé par recommander de mettre en place aussi un système de prévalence, des agriculteurs sénégalais, surtout les jeunes. Je pense que les terres sénégalaises on doit privilégier, si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, privilégier les jeunes dans l'accès aussi aux terres. Et aussi faire un peu de discrimination positive et essayer en quoi faisant, essayer de vraiment de limiter les délibérations aussi foncières que nous faisons au profit aussi des agriculteurs étrangers et plus favoriser aussi les jeunes agriculteurs sénégalais. Merci beaucoup. Notre organisation Jeunesse Espoir a été créée en 2012 et nous travaillons donc sur 2 leviers essentiels, donc l'éducation inclusive, maintenant à travers la construction d'écoles modernes autonomes avec l'intégration un peu des cantines scolaires, mais qui sont alimentées donc par les produits donc que nous cultivons donc au sein de l'école, donc à travers maintenant différentes activités. L'autre aspect, c'est un peu ce que nous faisons donc dans le domaine de l'incubation agricole pour accompagner un peu les jeunes porteurs d'idées, en termes de création d'entreprises. L'objectif de notre incubateur donc n'est rien d'autre que d'offrir ce qu'on appelle aux jeunes porteurs d'idées, de projets et créateurs d'entreprises agricoles. Donc on a un service d'accompagnement et d'hébergement donc à travers nos différentes plateformes et up. Et l'autre objectif, c'est de promouvoir un peu l'innovation dans le secteur agricole à travers l'organisation d'hackathons et d'autres concours d'innovation. Et l'autre aspect aussi, c'est un peu de renforcer la compétitivité des entreprises agricoles afin de les permettre d'avoir l'accès facile au marché. Et quatrième et dernier objectif, c'est renforcer un peu l'incubateur de pépinières d'entreprise et l'accélérateur de l'AGIE. Slide. Et comme vision, donc le Hub Espoir agricole, un incubateur révélateur de talents d'entrepreneurs pour la floraison des startups à succès à travers un accompagnement et un accélérateur tenant compte de l'usage efficient des TIC d'ici 2029. C'est un peu la vision que nous avons. Et voici un peu les différentes composantes un peu de notre Hub. Et là, c'est par rapport à l'écosystème dont vous allez voir un peu les stratégies que l'organisation met en place donc pour mieux accompagner les jeunes pour avoir l'accès facile au foncier. Et à cet effet, donc, nous organisons ce qu'on appelle des talk shows pour échanger un peu avec les différentes parties prenantes, mais aussi d'autres aspects aussi à travers des masterclass, mais aussi un peu des actions de plaidoyer donc, que nous menons donc, auprès des collectivités territoriales afin de permettre aux jeunes d'avoir accès facile à la terre. Et l'autre composante aussi, c'est l'infrastructure. Donc le hub que nous avons donc, est développé dans le cadre d'un partenariat donc, avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et vous savez, nous étions même confrontés un peu à des défis liés à l'accès à la terre et nous avons pu développer un partenariat avec l'UGB donc, qui nous a donc, prêté donc, 2 hectares donc, dans le cadre d'une convention de partenariat. Donc nous voilà 2 fois, d'où nous avons construit là-bas donc des centres piscicoles et aussi des espaces coworking, mais aussi 2 hectares donc bien équipés et aménagés quoi. Donc avec aussi l'usage des TIC dans le domaine agricole. Et les services que nous offrons aux jeunes donc sont de l'incubation agricole, d'appui, conseil, suivi, accompagnement. Slide. Et voici un peu en quelque sorte les activités. Donc en premier lieu, nous avons la dimension de la communication. C'est tout ce qui est action un peu de communication, de sensibilisation et d'information pour mieux sensibiliser les jeunes sur les opportunités innombrables donc, du secteur agricole et de ses potentialités. Et l'autre aspect, c'est un peu lié à la formation théorique et pratique. On offre ce qu'on appelle des services de perfectionnement donc, aux jeunes dans les métiers agro-silvo-pastoral, mais à travers l'approche chaîne de valeur. Et l'autre quatrième axe, c'est un peu des activités de coaching. Cette activité de coaching vise un peu à accompagner un peu des jeunes donc à l'élaboration de plans d'affaires, mais aussi à la concrétisation de ces plans d'affaires. Et en cadre donc, des concours d'hackathon, donc là c'est pour stimuler un peu l'innovation donc, chez les jeunes, mais aussi en 5, et c'est l'accélérateur de démarrage, donc après la phase un peu incubation des business plans donc, au sein de l'incubateur. Donc, nous accompagnons un peu les jeunes donc, pour mieux développer les entreprises agricoles.
Et de manière transversale, donc, ce sont les activités un peu de suivi accompagnement, donc qui visent un peu à suivre et accompagner donc, les jeunes, donc durant comment dire, toutes les démarches, donc, et spécifiquement aussi comment dire, les défis liés par rapport à l'accès comment dire, au foncier. Slide. Et les cibles, un peu nos cibles, donc, sont des jeunes porteurs de projets dans le secteur agricole, donc au sens large, mais aussi les jeunes comment dire, agripreneurs. Slide. Et là, c'est le parcours donc, que nous avons pu définir. Donc, que nous avons intitulé Tech Chimbaye, donc réussir dans l'agriculture. Donc, c'est un parcours donc, en 6 étapes. Donc, la première étape consiste l'accueil, profilage et sensibilisation. Tous les traits que vous voyez un peu donc, sont des activités donc, que nous déroulons. Et le parcours, donc, en tant que tel, comment dirais-je, est estimé donc, à 14 mois. Donc, la première étape, c'est accueil, profilage, sensibilisation. C'est d'accueillir un peu les jeunes, de voir un peu comment dire son profil et lui sensibiliser un peu sur les opportunités donc, entrepreneurs dans le secteur agricole. Et en deux, donc, ce parcours-là, donc, comment dire, la première étape dure comment dire, 1 mois. Et là, nous sommes au-delà de ces actions d'information, mais aussi des formations en soft skills. Donc, en 3, nous avons un peu comment dire, des activités liées au perfectionnement dans le secteur agricole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes donc, veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, alors qu'ils n'ont pas des bases ou des compétences donc, nécessaires. C'est pour là que maintenant, nous, on a ce qu'on appelle des compétences donc, par rapport comment dire, au métier dans l'agriculture, avec comment dire, approche chaîne de valeur, à travers maintenant notre comment dire, plateforme. Donc, nous avons des bassins piscicoles donc, pour la pisciculture, donc, des poulaillers donc, pour l'agriculture, des étables donc, pour l'élevage et des hectares donc, pour le développement d'activités comment dire, agricoles. Et cette activité de perfectionnement, donc dire comment dire 3 mois. Et c'est fait sous forme de tronc commun. C'est pour mieux amener les jeunes à mieux réfléchir un peu comment ils sont de projet. Et en 4, et en 3, nous avons ce qu'on appelle l'idéation et la concrétisation. Là, ça permet un peu comment d'accompagner un peu les jeunes, donc pour qu'ils puissent maintenant mieux définir son idée de projet et aussi élaborer et concrétiser un peu ce projet par la formalisation de son entreprise. Avec toutes les démarches que les jeunes vont entendre, donc avec le business model Canva, avec les 9 étapes, donc qui va lui permettre maintenant de faire les démarches nécessaires pour accéder un peu à la terre, entre autres. Et en 4, donc, c'est le prototypage. Cette activité, c'est l'incubation du business plan que les jeunes ont élaboré donc, au sein de l'incubateur. Parce qu'on sait un peu pour les primo-entrepreneurs, le fait d'avoir accès à la terre est très difficile. C'est donc pour là que maintenant, nous, on incube ces jeunes-là donc, au sein, de l'incubateur une durée de 3 mois, afin qu'ils puissent un peu, développer, ou démarrer son projet, agricole, donc, en temps. Et en 5 étapes, l'étape 5, c'est SMH, c'est un peu sur le fait maintenant de permettre aux jeunes de sortir de l'incubateur, donc, avec, déjà un projet, donc, un financement, donc, et de l'accompagner, sur l'axe à la terre pour qu'ils puissent maintenant installer et développer son entreprise. Et ensuite, donc, c'est l'accélérateur, c'est pour un peu mieux accompagner le développement de l'entreprise agricole du jeune. Excellent. Merci. Slide. Merci de conclure. Oui. Et là, c'est un peu les différentes, le programme détaillé donc, du parcours. Slide. Et par rapport à cela aussi, nous avons développé un fonds qui s'appelle un peu Tech Chimbaye, donc à travers 4 sources de revenus, donc les revenus générés par l'incubateur, mais aussi l'accompagnement de l'État à travers ces mécanismes, et 50% aussi des partenaires techniques et financiers donc, qui nous accompagnent comme la GIZ, et 20% à travers ce qu'on appelle des actions de fundraising. Parce qu'on sait que les jeunes ont des difficultés d'accéder à la terre, mais les 50% des financements donc, sont remboursables et les jeunes sont accompagnés sous forme de kit. Slide. Et les contrats que nous avons donc, sont la mobilisation des collectivités territoriales donc, pour l'accès facile à la terre parce que c'est très difficile pour que les jeunes puissent un peu accéder au foncier au Sénégal. Et là, nous développons maintenant des actions de plaidoyer, mais jusqu'à présent, donc, ça reste. L'autre aspect aussi, c'est faible collaboration avec les gestions financières, donc pour un peu faciliter un peu les jeunes l'accès au financement. Et aussi, en 3, c'est un manque de moyens financiers pour satisfaire la forte demande, parce que nous recevons beaucoup de jeunes, et là, nous n'avons pas les capacités financières pour incuber donc, beaucoup plus de jeunes. Merci. Excellent, M. Ndiaye.
Donc, maintenant, je vais laisser la parole à M. Mamoudou Diop, qui est un appui technique au niveau du TNCR et qui s'occupe un peu des questions d'insertion des jeunes. Donc, en tant que jeunes Sénégalais et jeunes ruraux, nous ne pouvons être dans un tel endroit et commencer sans pour autant rendre hommage à tous ces jeunes Sénégalais qui meurent en mer en tentant d'aller chercher une vie meilleure. Nous prions pour le repos de leurs âmes et sommes solidaires à la douleur qui affecte leur famille. En tant que aussi jeune rural, membre de plateformes internationales comme la Via Campesina, nous sommes solidaires avec nos frères du Soudan qui ne parviennent plus à récolter, avec nos frères aussi de la Palestine qui ne parviennent plus à récolter leurs olives. Donc nous prions aussi que la paix revienne dans ces pays-là. Donc ceci étant dit, déjà ici vous voyez deux logos qui sont le CNCR et le Collège des jeunes du CNCR. Le CNCR, vous le connaissez tous, a été créé en 1993 par cette organisation paysanne et compte aujourd'hui 32 organisations et fédérations paysannes à travers le Sénégal. En 2012, sentant que ce sont les jeunes eux-mêmes qui doivent prendre en compte leurs préoccupations et parler par eux-mêmes, ils ont accompagné, ils ont mis sur pied le Collège des jeunes du CNCR qui réunit tous les jeunes membres de ces différentes fédérations et organisations et qui est réparti partout au Sénégal. Donc c'est la seule structure de jeunes ruraux qui couvre tout le Sénégal. Et en 2023, le Collège des jeunes du CNCR, avec 6 structures de jeunes, a mis sur pied ce qu'on appelle ECOCHES, Entente communautaire des jeunes du Sénégal, qui réunit le Collège des jeunes du CNCR, JVE, Jeunes volontaires pour l'environnement, la plateforme nationale des clubs changement climatique, le Collège des jeunes du MSD, le Collège des jeunes des forces paysannes et le Collège des jeunes du RESOP. C'est cette structure de niveau 4, parce que les associations, comme vous le savez, sont de différents niveaux. C'est cette structure de niveau 3, du moins, couvrant au moins 4 régions, se sont réunies pour mettre sur pied ce qu'on appelle l'entente communautaire des jeunes du Sénégal. Alors, pour avancer sur la présentation, bon, voilà les questions qui nous ont été demandées. Et on a juste recopié pour respecter le sommaire. Slide, s'il te plaît, s'il vous plaît. Merci. Donc, derrière les jeunes, souvent quand on parle des jeunes, on parle de chiffres seulement. 200 000, 300 000 et tout ça. Alors que derrière chaque jeune, derrière un jeune, il y a une histoire, il y a un trajectoire, il y a un parcours. Il est important de connaître cela afin de prendre en compte leurs préoccupations, mais pour mieux comprendre aussi leur contribution par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté alimentaire. C'est pour ça que quand on nous a dit, pour le premier point, il faut revenir sur des actions concrètes et place des jeunes producteurs dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire, je me suis dit qu'on va partager leur histoire. Je vous laisse lire, Père, certes les écritures sont un peu petites. Non. Donc, non. Hein? Comment? Donc, exactement. Donc moi je suis jeune, alors je vais lire. Donc la première partie, pour résumer, c'est lui, c'est un jeune qui s'appelle Momodou Anne et qui habite à Kodit, plus précisément à Guédé Village, département de Podor. Il n'est plus jeune, il a 36 ans. Oui, pour nous, la jeunesse va jusqu'à 40 ans. Et ce n'est pas nous seulement, hein, même au Canada, avec l'Union des producteurs agricoles et développement international du Québec. Ça va jusqu'à lui. Même en France, avec les jeunes agriculteurs, ça va jusqu'à lui. Mais bon, c'est un autre débat qu'on tiendra ailleurs, Inch'Allah. Merci. Donc lui, il a 36 ans et actuellement, c'est lui qui s'occupe des 27 hectares de sa famille. Des 27 hectares de sa famille. Donc il nous dit, je cultive 10 hectares de riz, 6 hectares contre saison chaude et 4 hectares qui sont labourés et fertilisés pour la saison des pluies. 8 hectares d'oignons et de tomates et 9 autres hectares que je réserve pour le maraîchage, aubergines, amères, piments, navets. Et les animaux aussi, il réserve ces hectares pour les animaux aussi. Je produis près de 25 tonnes d'oignons à l'hectare, 5 à 9 tonnes de riz à l'hectare et plus de 40 tonnes de tomates à l'hectare. En plus de la famille, j'emploie plus de 10 journaliers par campagne. Donc, il est revenu après sur ces difficultés qui sont liées à la commercialisation. Donc lui,
c'est un jeune qui travaille pour son exploitation familiale, qui a 27 hectares, qui contribue à ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Slide, s'il vous plaît. Lui, elle s'appelle Souadou Diédhiou. Elle a 33 ans du moins. Elle habite à Djouloulou, région de Ziguinchor. Elle dit qu'elle fait, dans un cadre plus modeste, elle fait 200 sujets de volaille. Mais pourquoi lui, elle, son histoire est intéressante? Elle ne le fait pas pour l'argent. Elle le fait pour accompagner la famille dans sa dépense. Parce qu'elle a perdu son père à l'âge de 11 ans. Sa mère l'a accompagnée. Elle n'a pas eu le bac. Elle a pu se reconvertir dans les métiers de l'agriculture. Et actuellement, même étant jeune femme, elle contribue d'une manière considérable à la dépense familiale. Et là, ce sont deux jeunes, cela s'il vous plaît. Ce sont deux jeunes qu'on a mis en avant. Mais derrière, il y a d'autres jeunes. Il y a Abdourahmane Tambédou qui est marailleur. Il y a Pro Volaille, Cheikh Tidiane Diop qui est dans l'aviculture. Il y a Mam Famase qui est agricultrice à Ross Béthio. Cela s'il vous plaît. Et il y a des centaines, des milliers et des milliers de jeunes comme ça, qui chacun et chacune est en train de contribuer à cette souveraineté alimentaire. Et chacun et chacune a ce qu'on appelle ça, cette logique ou bien son concept de foncier. Parce que nous, souvent, quand on parle de foncier, le plus souvent, on passe plus peut-être à la production. Pour Cheikh Tidiane Diop, son foncier, c'est son bureau, là où il fait ses prestations de services. Pour Abdourahmane Tambédou, lui, quand je lui disais le foncier, il m'a dit que moi, j'ai mon camion frigo là, qui est mon foncier, que j'utilise pour me déplacer, pour faire des choses. Donc, chacun d'eux a sa logique et sa conception de la question foncière. Mais nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner chacun de ces jeunes-là? Donc, pour cette première question, la réponse que les jeunes ruraux ont dit, c'est que il ne faut même pas dire quelle est la contribution des jeunes dans la souveraineté alimentaire, mais il faut dire que les jeunes font la souveraineté alimentaire. Ils m'ont dit que c'est eux, même si peut-être la ferme peut appartenir aux parents, c'est eux qui vont dans les champs. C'est eux qui sont derrière les vaches, derrière les veaux et tout ça. C'est eux qui vont acheter le poisson, faire du yenou, aller vendre. C'est eux qui sont dans les dambas et tout ça. Donc c'est eux qui font la souveraineté alimentaire dans ce pays-là. Donc pour faire jeune, c'est eux qui font le job. Et en plus de cela, c'est eux qui consomment. Quand on dit que c'est eux qui consomment, parce qu'on a dit que la majorité de la population sénégalaise est jeune. Donc en prenant en compte ces deux aspects, c'est eux qui font la souveraineté alimentaire. Donc par rapport au lien entre accès, sécurisation foncière des jeunes et création d'emplois, nous savons tous comme le premier exemple que l'emploi, le travail qu'on fait dans les secteurs agro-sylvo-pastoral et halieutique se fait en rapport direct avec le foncier. Peu importe le concept qu'on a sur la question foncière là. Donc il est tout à fait normal qu'on puisse sécuriser cette question foncière pour permettre aux jeunes de travailler. C'est dans ce sens-là, au-delà des initiatives individuelles, il y a des différents organismes et différentes plateformes qui accompagnent ces jeunes-là pour une meilleure insertion et installation des jeunes. Cela, s'il vous plaît. C'est dans ce sens que le CNCR a lancé 3 programmes. Le programme Terre et Paix, le programme de semences de pommes de terre et le programme LSGT. Les 2 autres programmes, je vous laisse lire. Je vais faire focus sur le premier projet, qui est le projet Terre et Paix. Ce projet a accompagné des jeunes dans la zone sud à valoriser, à acquérir les terres à travers des délibérations, à valoriser ces terres-là, avec aussi derrière une subvention jusqu'à 1,5 million et autres. Et ces jeunes se sont installés. Et actuellement, ce qui fait plus, bon, personnellement, ma fierté, c'était lors de ce projet, il y avait une jeune fille qui avait 15 à 16 ans. Elle s'appelait Siré Diédhiou. On lui avait donné, sa famille lui avait donné 1,2 hectares. Et tout le monde, bon, pas nous, mais les bailleurs avaient des inquiétudes, se disant, est-ce que cette jeune fille a la capacité de pérenniser cette exploitation-là? Et pas plus tard, il y a une semaine en arrière, j'étais dans la zone sud à Thionkessil. Cette jeune fille-là a tiré un sac
de citron, d'orange et tout ça pour me l'offrir. Et ce sac-là venait de sa ferme. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est comme ça, nous pensons qu'il faut accompagner les jeunes. Il faut accompagner les jeunes à travers les familles pour sécuriser ces terres-là, les responsabiliser et derrière juste faire le suivi. Parce que l'accompagnement n'est pas quelque chose de perpétuel, mais c'est quelque chose qui doit pousser la personne pour qu'il puisse avancer. Je vais vite finir. Ok, 2 minutes. Alors, sur le troisième point, c'est par rapport à la recommandation. Mais juste 30 secondes pour finir sur le premier point. Avec l'IPAR, on a fait une étude qui a interrogé plus de 3450 jeunes. Et 65% de ces jeunes-là, quand on leur a demandé est-ce que vous avez accès à la terre, ils ont répondu oui. Quand on leur a demandé est-ce que vous avez des délibérations, ils ont répondu non. Donc, est-ce que nous, quand on dit les jeunes n'ont pas accès à la terre, entre cette question et la valorisation de la terre elle-même, quelle est la question prioritaire pour les jeunes ruraux? Je ne parle pas pour les jeunes peut-être citadins qui ont un problème d'accès à la terre, ou bien pour les jeunes périurbains, mais pour les jeunes ruraux. Dans la zone agro-silvopastorale, dans la zone silvopastorale, tu y vas, les jeunes te disent que j'ai des centaines d'hectares, je peux avoir des centaines d'hectares, mais je n'ai pas des moyens pour investir dans ces hectares-là. Dans la zone bassin arachidier, même chose. Dans la zone sud, les jeunes te disent la même chose. Je viens récemment de Niassia, c'est ce que les jeunes me disaient. On a des terres ici, à gogo, mais on n'a pas des moyens de les valoriser. Donc pour les jeunes ruraux, c'est quoi la priorité? C'est avoir cette délibération-là, ou bien c'est valoriser ce foncier-là, quoi. Donc c'est une question que les jeunes ont mis sur la table. Donc par rapport aux politiques, nous pensons que beaucoup de choses quand même sont faites pour les jeunes, sincèrement. Ça, il faut le reconnaître. Beaucoup de choses sont faites. Mais maintenant, il faut mieux harmoniser la chose là. Parce que c'est comme le disait mon coordinateur, pour régler cette question des jeunes, c'est comme si chacun de nous devait, c'est comme si on devait construire un avion qui doit amener les jeunes vers un avenir meilleur. Chacun de nous a la pièce, mais chacun de nous s'assoit de son côté avec cette pièce-là. Il faut qu'on se réunisse pour construire cet avion qui va amener les jeunes dans un lendemain meilleur. C'est dans ce cadre-là, en 2019, différents acteurs se sont réunis pour mettre sur pied l'initiative pour la relève et le renouveau agricole, qui regroupe des ONG, des organisations gouvernementales, non gouvernementales et tout ça. Mais derrière, qui est en processus, qui est dans un processus, donc qui est ouvert, parce que nous savons que cette construction-là nécessite du temps vraiment pour... Bon, 30 secondes, je finis. Nécessite du temps vraiment pour finaliser cela. Donc, c'est ouvert à tous les acteurs qui veulent nous rejoindre dans ce processus-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une rencontre au ministère de l'Agriculture pour le deuxième point qui est la stratégie nationale d'insertion et d'installation des jeunes dans l'agriculture. Donc, toutes les actions doivent s'inscrire dans une démarche solidaire, dans une démarche mutualisée. Donc, je conclus juste pour dire que vraiment la question foncière pour les jeunes ruraux, c'est certes la question d'accès au foncier, mais c'est encore plus la question de la valorisation de la terre et du foncier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou. Merci, Mamadou, et nous pose la question sur la connaissance du jeune. Parce que bon, on a tendance à dire jeune, 15 ans, 35 ans, on se limite à ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut aller chercher, le parcours du jeune, pour pouvoir vraiment calibrer l'accompagnement qui doit être donné à ce jeune. Beaucoup de dynamique aussi, comme on l'a vu avec les autres, en tout cas des initiatives qui peuvent être publiques, qui peuvent être également privées à travers des ONG, des associations, etc. Et terminent par la nécessité de se mettre ensemble à travers une initiative qui est en cours et qui pourrait vraiment faciliter une synergie dans les interventions. Et une politique également qu'il faut nécessairement avoir au niveau national pour que vraiment cette harmonisation, cette cohérence dans les interventions puisse être une réalité. Donc merci beaucoup à tous les panélistes.